Ça pourrait être l'histoire d'un film, et pourtant, ce 1er avril, je vous raconte l'histoire vraie d'un fantôme qui revient d'entre les morts pour résoudre le mystère autour de son décès. J'ai voulu choisir un cas si improbable qu'il vous pousserait forcément à ne pas me croire vu la date, et pourtant, cet événement est l'un des plus célèbres phénomènes paranormaux de l'histoire en Angleterre. C'est un cas qui mêle surnaturel, accusations graves, manipulation, canular et superstition. Et surtout, c'est l'une des plus anciennes enquêtes paranormales d'Angleterre et c'est probablement la plus surprenante. Cette affaire nous plonge dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, période où les croyances sont vives et où les gens sont fascinés par les phénomènes surnaturels et les histoires de revenants. Découvrons ensemble ce cas passionnant, une histoire vraie devenue aujourd'hui une véritable légende. Tout commence en 1759. William Kent, un commerçant londonien, s'installe dans une maison située dans la petite ruelle de Cock Lane avec sa femme, Fanny. Ils sont dans la maison à 3 étages sur la droite que vous pouvez voir sur l'image. À chaque étage se trouve une grande pièce. Ils séjournent là en attendant que leur nouvelle maison en travaux soit prête. Il faut savoir que quelques années plus tôt, William était marié à la sœur de Fanny, Elizabeth Lines. Et retenez bien cette partie parce qu'elle aura son importance pour la suite. Donc avant Fanny, William vivait avec sa sœur Elizabeth Lines. Malheureusement, elle meurt, ainsi que leur jeune enfant également, et William tombe amoureux de la sœur d'Elizabeth, Fanny. Sauf que la loi de l'époque leur interdit de se marier parce que William et Elizabeth avaient eu un enfant qui avait vécu brièvement. Alors pour essayer de contourner cette interdiction légale, William et Fanny décident de s'installer à Londres, un choix très mal vu par la famille Lines. C'est donc dans ce contexte que le couple loue une chambre chez Richard Parsons, le propriétaire de la maison, et qui est surtout décrit comme quelqu'un d'assez peu scrupuleux. En plus, Richard est assez endetté et William lui prête une somme d'argent assez conséquente. D'ailleurs, William, il s'absente de temps en temps pour partir commercer. Sur ces périodes d'absence, Fanny invite Elizabeth Parsons à rester dans sa chambre. Elle est surnommée Betty, elle a 11 ans et c'est la fille de Richard. Plusieurs soirs, Fanny est alors perturbée par d'étranges bruits, des grattements contre les murs et le parquet, puis des coups qui alertent Fanny, Betty et la seconde fille de William, Anne, qui vit dans la même chambre que Betty. La maison connaît une manifestation inhabituelle. Voici une illustration de la pièce dans laquelle ils vivent et où ont lieu les phénomènes. Ce ne sont pas les bruits de vie qu'on a l'habitude, vous et moi, d'entendre dans une maison ou un appartement. Là, on aurait dit que quelqu'un ou quelque chose perturbait volontairement Fanny, au point qu'elle avertisse Richard Parsons. Le propriétaire pense qu'il s'agit du voisin, un cordonnier qui pourrait causer ces bruits en utilisant un tranché, c'est une lame qu'il utilise pour travailler le cuir, et le bruit caractéristique pourrait être celui entendu. Mais les bruits continuent, même le dimanche. C'est très suspect. Des témoins, dont Richard Parsons, affirment avoir vu une créature fantomatique blanche monter l'escalier de la maison. Alors, lorsque William revient, Betty retourne dormir dans sa chambre. Et les bruits étranges, ils continuent quand même s'ils sont moins surprenants. Ils sont décrits comme ceux du grattement d'un chat sur une chaise. Mais pour William, un autre problème beaucoup plus concret doit être réglé. Richard lui doit encore beaucoup d'argent. Ils se disputent et le couple quitte la maison des Parsons le temps que des travaux soient effectués. En janvier 1760, William Kent et Fanny emménagent dans un appartement provisoire à Clerkenwell, toujours à Londres, en attendant que leur nouvelle maison soit prête. Durant cette période, les relations entre William et Richard Parsons continuent de se dégrader à cause de la dette de Richard. William décide alors de poursuivre Richard en justice pour récupérer son argent. Malheureusement, Fanny tombe malade, elle attrape la variole. Très affaiblie, elle est vue par un médecin qui suggère qu'elle soit déplacée d'urgence dans un logement beaucoup plus viable. William décide alors d'emmener Fanny dans leur maison où les travaux viennent juste de se terminer à Bartlett's Court, toujours dans le quartier de Clerkenwell. Avant de mourir le 2 février 1760, Fanny fait appel à un avocat pour léguer tous ses biens à William. Il y a alors énormément d'histoires autour de l'héritage de la famille Lines, et William Kent ne lâche rien, il est donc naturellement très mal vu par la famille de Fanny qui le poursuit en justice. William se remarie en 1761. Il refait sa vie comme il peut, loin du logement de Richard Parsons. D'ailleurs, en janvier 1762, William Kent récupère finalement la dette que lui devait son ancien propriétaire. Pourtant, voilà que les fantômes des sœurs Lines s'apprêtent à marquer l'histoire du lieu et du pays tout entier. Qu'ils le veuillent ou non,
tout le ramène à nouveau à son ancien appartement. Des bruits étranges et inexplicables commencent à retentir de nouveau dans la maison. Ils ressemblent à des coups frappés contre les murs et le plancher. Et la nouvelle locataire, Catherine Friend, quitte l'appartement rapidement. Elle ne supporte pas ces bruits inexpliqués. Les rumeurs se propagent rapidement dans le voisinage, et la maison est considérée comme hantée. Les voisins intrigués commencent à affluer pour assister à ces étranges phénomènes. Surtout, même dans l'inexplicable, on cherche une explication aussi farfelue soit-elle. Les rumeurs racontent alors que c'est la première femme de William, Elizabeth Lines, qui hantait les Parsons et avait essayé d'avertir sa sœur de sa mort imminente, comme il est de coutume dans les croyances en Angleterre. Vous savez qu'un membre de la famille décédée revienne pour avertir d'une mort à venir, je vous en parlais dans ma vidéo sur la Banshee si jamais le sujet vous intéresse et que vous ne l'avez pas déjà vu. Désormais, pour les gens, l'esprit de Fanny est à son tour revenu. C'est lui qui provoque les bruits, ce qui lui vaut le surnom de Scratching Fanny, Fanny la gratteuse. Et tout le monde pense que Fanny est revenue à son tour pour transmettre un message important. Mais lequel ? Les bruits étranges se poursuivent et attirent la curiosité de nombreux londoniens. Du quartier, la nouvelle se répand dans la ville et la maison est visitée par des foules de curieux. L'endroit devient une véritable attraction. Tous veulent entendre ces bruits étranges, ces manifestations que les rumeurs disent surnaturelles. Des auteurs et intellectuels s'y rendent aussi et se surprennent à leur tour à croire à ce qu'ils entendent. Il n'y a pas de tableau qui vole ni d'objet qui bouge tout seul, juste du son. Mais ces sons répétés se produisent, selon les visiteurs, par la volonté d'une force surnaturelle. Mary Fraser, une amie de la famille Parsons à la réputation douteuse, qui se dit médium, tient justement des séances de médium dans la chambre de la jeune Betty Parsons et de sa sœur Anne. À chaque fois, les bruits semblent émaner vers leur lit. Les visites continuent et Richard Parsons, malin, en profite pour se faire un paquet d'argent en faisant payer l'entrée à sa maison. Pour lui, c'est un business, et un business bien rentable. Le pasteur local, John Moore, se rend au domicile pour tenter de communiquer avec l'esprit supposé. Il établit avec Richard Parsons un système de communication basé sur les coups frappés contre les murs. Vous savez, c'est un coup pour oui, deux coups pour non. Et il parvient, grâce à ce mode de communication rudimentaire, à obtenir des réponses. John Moore et Richard Parsons interrogent alors le fantôme. Un coup pour oui donc, et deux coups pour non. Êtes-vous la femme de Monsieur Kent? Êtes-vous morte de mort naturelle? Par empoisonnement? Est-ce qu'une autre personne que Monsieur Kent vous l'a administré? L'une des personnes présentes dans la pièce dit « Kent, demande à ce fantôme si tu seras pendu ». Un coup retentit. Une accusation est alors déduite et portée à la suite des réponses entendues, attribuées à l'esprit. Moore affirme que l'esprit qui hante la maison est celui de Fanny, qui accuse son mari, William Kent, de l'avoir empoisonnée à l'arsenic. Elle ne serait pas morte de la variole. Et là, l'affaire prend un nouveau tournant puisque John Moore est convaincu de l'authenticité des phénomènes et il croit donc fermement que Fanny revient d'entre les morts pour alerter sur le fait que William l'aurait assassinée. Là, on sort de l'histoire de fantôme habituelle. L'information, aussi improbable soit-elle, se répand rapidement et l'affaire du fantôme de Cock Lane devient un véritable scandale largement relayé dans la presse. Ce qui est assez cocasse, c'est, et on l'a vu avec l'ordre des questions, que c'est Richard et John qui orientent volontairement les questions pour pousser vers la culpabilité de William. Mais voilà, le cas divise la société britannique entre ceux qui croient en la véracité des manifestations surnaturelles et ceux qui pensent qu'il s'agit d'un bon gros canular. Pourtant, au cœur de cette affaire se trouve donc William, en deuil, et depuis les révélations de John Moore qu'il affirme authentiques, les accusations contre William Kent se multiplient. Le narratif se crée, il est l'assassin dénoncé par sa victime, revenu de la mort pour le hanter. Lentement, William Kent se retrouve accusé de meurtre auprès de l'opinion publique sur la base du témoignage de l'esprit de Fanny, qui aurait communiqué en frappant des coups contre les murs et le plancher de la maison pour indiquer que William l'aurait empoisonné à l'arsenic. En tout cas, c'est la version qui est même propagée par la presse de l'époque, comme dans le Public Ledger en janvier 1762. Imaginez que vous vous retrouviez accusé par le fantôme d'un proche qui affirme que vous l'avez assassiné.
C'est déjà pas terrible, alors lorsque des gens commencent à suggérer que William devrait être pendu pour ça, la situation ne donne vraiment plus envie de rire. Ce qui commençait comme une mauvaise blague tourne à l'horreur absolue. William se dit que s'il veut sauver sa vie et arrêter cette escalade, il doit mener l'enquête. Qu'est-ce qui provoque ces bruits? Peut-il prouver que les bruits sont d'origine humaine? Il se tourne vers Stephen Aldrich, le recteur de l'église St. John Clare-Conwell. Cet homme, c'est celui qui avait rendu visite à Fanny sur son lit de mort. Il sait que les rumeurs sont fausses puisqu'il a constaté qu'elle souffrait bien de la variole. En parallèle, le pasteur John Moore cherche à faire arrêter William pour meurtre. Vous vous souvenez sûrement des histoires d'héritage de tout à l'heure, eh bien elles commencent à avoir une importance ici. En fait, là, on a déjà tous les éléments pour comprendre ce cas. La mauvaise réputation de William Kent devient publique avec ces histoires d'héritage relayées par les journaux, on le soupçonne d'avoir magouillé autour des volontés testamentaires de ses épouses. C'est alors un portrait peu reluisant de William qui se dessine, et Richard Parsons, déjà en conflit avec, se demande, comme John Moore, si William aurait pu maquiller la mort de sa femme. Que les deux hommes croient au phénomène ou non à ce moment, ils persuadent en tout cas tout le monde, avec l'interrogatoire orienté du prétendu fantôme de Fanny, que les rumeurs sont vraies, William aurait bien assassiné sa femme pour toucher l'héritage. Moore et Aldrich sont en opposition, ils portent l'affaire devant le maire de Londres, Samuel Fleudayer, et oui, ça va aussi loin. Le maire estime que les deux parties manquent de preuves, mais il accepte un plan proposé par Aldrich. Ce plan tourne autour de Betty Parsons. En effet, les phénomènes semblent s'intensifier à la présence de Betty. Vous vous dites oui, c'est normal, c'est sûrement Betty qui les provoque pour faire une mauvaise blague. Eh bien, un siècle plus tard, en 1886, le parapsychologue Frank Budmore parlera de la théorie de la vilaine petite fille, qui dit en gros que la plupart des cas d'esprit frappeur sont dus à des supercheries orchestrées par des jeunes filles ou des adolescentes. On en a souvent parlé sur la chaîne et je vous mets un article en source sur cette théorie, mais dans le cas de Betty, ce n'est pas ce qui se dit par beaucoup. On raconte que l'esprit de Fanny est attaché à Betty du fait de leur amitié. Car la croyance est forte à ce moment-là et ça fait sens dans ce système de croyance. Pour faire la lumière sur ce cas, il va falloir enquêter. Le maire remet donc Betty à Aldrich pour qu'elle fasse l'objet d'une enquête et qu'elle soit surveillée afin de déterminer si elle est responsable des bruits attribués aux fantômes. Vous vous en doutez, le père William Parsons s'y oppose, mais le maire contraint à le forcer à remettre Betty à Aldrich, et Aldrich monte un petit comité d'enquêteurs pour l'occasion. Betty, qui vient d'avoir 12 ans, est emmenée chez la famille Bray et leurs domestiques. Tous croient aux fantômes et lorsque les bruits se manifestent chez eux, l'affaire attire à nouveau les foules. Cette fois, à leur domicile, Aldrich souffle très fort, l'histoire se répète et pendant un mois, Betty est observée dans plusieurs logements. Lorsque ses mains et ses bras sont contrôlés et bien en évidence, il ne se passe rien. Je peux vous citer un exemple concret, quand elle est dans son lit et que les bruits se manifestent, dès qu'on lui demande de sortir ses bras du lit, eh bien, il ne se passe plus rien. Et elle a même été surprise à cacher un morceau de bois qu'elle utilise manifestement pour provoquer les bruits entendus. Ce morceau en question, vous pouvez le voir sur cette illustration, ainsi qu'un plan de la pièce où cela avait lieu. Pour le comité, il est clair que Betty est à l'œuvre et rien de surnaturel ne se joue. C'est d'ailleurs leur conclusion d'enquête, rédigée par le docteur Samuel Johnson, qui affirme que la soi-disant histoire de fantôme est une imposture. Ce qui ressort de cette enquête, c'est que Richard Parsons exploite la prétendue activité paranormale autour de sa fille pour se faire de l'argent. Betty a conscience de ça. Elle a d'ailleurs peur des conséquences parce qu'il y a une séance d'observation où elle est accusée de tricherie. Elle se met alors à pleurer et admet qu'elle a peur pour son père. Elle craint qu'il puisse être, je cite ses propos, ruiné et mis à mal si l'affaire venait à être reconnue comme une imposture. Betty protège son père et contribue à maintenir l'illusion d'un phénomène surnaturel. Elle coopère, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau. On ne sait pas non plus l'ensemble des tours employés, mais elle opérait souvent dans l'obscurité et avec des complices et des outils pour l'aider. Il est donc possible de monter une supercherie avec un peu d'organisation. Et là, eh bien John Moore, il commence à avoir quelques sueurs. Il est dans la sauce. Il cherchait à faire arrêter William et dans ses déclarations écrites, il est revenu un peu trop souvent sur sa version des faits. D'abord, c'est l'esprit de Fanny qui revient pour accuser William.
Puis ensuite, ce n'est pas Fanny, mais un esprit qui se manifeste pour désigner les péchés de William et Fanny. Bah oui, souvenez-vous, c'est en référence à leur situation maritale et administrative un peu compliquée et qui est considérée comme péché du point de vue de l'Église. Et puis au final, il déclare que, d'accord, c'est sûrement une fraude, mais il n'a aucune idée de comment il a pu se faire berner. Bien tenté, sauf que lui, comme Richard Parsons et son épouse, ainsi que la médium Fraser qui a aidé Richard dans sa combine lucrative, et un certain Richard James, un homme d'affaires qui a diffamé à de nombreuses reprises William Kent, eh bien tous les 5 sont accusés de complot. Un procès a lieu, William Kent témoigne, il raconte sa relation avec Fanny, puis l'étrange cas de Fanny la gratteuse, qu'il mène jusqu'au tribunal. Heureusement, il témoigne en tant que victime, alors qu'une partie de l'opinion publique voulait le voir pendu pour un crime qu'il n'avait pas commis. Des rumeurs alimentées par les 5 accusés qui en ont tous tiré profit d'une manière ou d'une autre, financièrement, politiquement ou religieusement. Richard James et John Moore sont condamnés à payer entre 500 et 600 livres chacun pour acheter leur pardon. Richard Parsons est condamné 3 fois au pilori, les 16 et 28 mars, puis le 7 avril 1763. Si vous vous demandez ce qu'est le pilori, c'est un poteau sur lequel on attache le condamné pour que la foule puisse le voir et ou l'humilier. Mais comme Parsons semble alors avoir perdu la tête, la foule se prend de compassion pour lui et se cotise afin de lui offrir une somme d'argent. Pourquoi pas ? En tout cas, il continue de clamer son innocence, ce qui lui vaut une condamnation à 2 ans de prison. Sa femme est condamnée à 1 an de prison et la médium Mary Fraser est condamnée à 6 mois de travaux forcés à la prison de Bridewell. William Kent est enfin blanchi de ces accusations. Beaucoup se sont moqués de cette affaire, y compris des enquêteurs. Pourtant, si elle paraît amusante et peu probable avec notre regard d'aujourd'hui, il n'empêche qu'elle vaut le coup d'être décortiquée, parce que derrière ces croyances que nous partageons culturellement encore aujourd'hui d'ailleurs, autour des fantômes, etc., se cachent des enjeux humains, des intrigues pécuniaires, politiques, idéologiques, comme on l'a dit. Il y a Betty, l'adolescente instrumentalisée par son père et transformée en attraction financière et médiatique, le deuil de William, Fanny qui est objectifiée en fantôme vengeresse. William Kent n'est pas tout blanc non plus, puisque de nombreux conflits l'opposent à la famille de ses épouses concernant un héritage pas forcément légitime. Et la récupération de tout ça par John Moore, qui est un pasteur méthodiste qui s'oppose alors à l'église anglicane. En gros, l'église méthodiste croit à une potentielle entité surnaturelle, alors que l'église anglicane, elle réfute l'existence de ces fantômes. Je vous renvoie vers un super article d'Historia si ce sujet et les perceptions autour de cette croyance vous intéressent pour creuser un peu, mais vous voyez que les causes et les enjeux sont nombreux derrière chaque histoire, aussi surnaturelle soit-elle. Derrière son apparat sensationnel, il y a toujours beaucoup de faits passionnants à développer, et je trouvais que derrière cette affaire en apparence un petit peu rigolote, se cachait vraiment beaucoup de faits absolument remarquables. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, vous pouvez comme d'hab liker, clocher si ce n'est pas déjà fait pour être averti à la fois des vidéos qui sortent et pour soutenir cette vidéo là. Merci aux abonnés, merci aux membres de la chaîne qui soutiennent le rythme de production vidéo, je vous donne rendez-vous au week-end prochain, prenez soin de vous, au revoir.